conséquences. Et à un moment, tout ce qu'on vous a dit, de retrouver une relation de liberté, et j'ai trouvé très beau ce que vous disiez sur la liberté, au fond, de reconquérir un peu sa liberté, même si on y est rentré par de l'angoisse, ça va faire du bien à l'angoisse. N'ayons pas l'illusion que chez certains, c'est une fatalité, hein, qu'on ne peut pas vivre autrement qu'avec cette béquille que peut représenter le virtuel. Donc il y a pour nous un piège, ce qu'on appelle un piège psychologique, à quelquefois trop psychologiser les addictions pour au fond dire, ben voilà, on fait des années de thérapie, puis on abordera le problème au bout des années. Donc oui, mais méfions-nous du danger potentiel dans la vraie vie que représente cela. Alors, pour compléter, si je peux me permettre, ce qui vient d'être dit, vous évoquez à travers ce que vous dites, un enseignement d'un maître qui s'appelle Rav Yitzhak Hutner, qui était un des très très grands maîtres que nous avons connus dans le siècle précédent, au XXe siècle, qui dans une de ses lettres explique que justement pour lui le danger qui nous guette dans notre génération, alors il ne le dit pas avec ces mots mais ça revient à ça, c'est de vouloir tout psychologiser, traduction, de vouloir trouver dans un passé la justification d'une impossibilité à construire le futur. Évidemment que la dimension traumatique liée à toutes sortes d'événements joue. Et comme vous l'avez très bien dit, cause et conséquence, oui. Mais la question est de savoir est-ce qu'on ne risque pas un moment de s'en servir comme une forme de paravent par rapport à la nécessité que l'on a d'être dans un mouvement qui, au passage, et c'est là où en effet vous parlez en tant qu'enseignant, et je vous parle en tant qu'enseignant et aussi en tant que parent, on peut créer cette dynamique si nous-mêmes, dans notre propre histoire, nous construisons cette dynamique. Traduction. Nous avons tous nos traumas. Ma petite sœur, elle m'a prise ma sucette. Il y a pire que ça. Mais ok. À ce moment-là, donc tu comprends bien comment tu veux, c'est pas possible, etc. Donc c'est la raison pour laquelle. Super. Donc je me sers de ce prétexte. Si nous-mêmes, nous sortons des prétextes qui nous empêchent d'être dans d'autres mouvements de vie, c'est-à-dire comment vous voulez que je sois plus ceci alors que ceci, comment vous voulez alors que, comment vous voulez alors que, comment vous voulez alors que, et ça je le vois dans l'univers des thérapies de couple, comment vous voulez que je lui sourie alors que, alors je dis quoi, il a pris une hache, il a voulu, non, bon, non mais comment vous voulez que, mais c'est possible, cheese, non mais, oui c'est possible, c'est difficile, oui, et sinon on le fait. Moi un jour j'ai un de mes maîtres, j'étais le voir, et je lui ai dit, j'ai un petit problème avec un de nos garçons qui a un problème dans ses rapports aux limites. Il m'a regardé, il m'a dit, dis-moi Elie, t'en es où toi dans ton rapport aux limites? Je me suis levé, j'ai dit c'est bon, j'ai compris, je suis reparti. C'est-à-dire qu'à un moment, le travail que l'on va opérer nous-mêmes dans ce domaine va aider les enfants. Maintenant, je reviens sur le second point, qui m'était plus directement adressé, pardonnez-moi. Évidemment, on peut créer une relation au judaïsme anxiogène. On peut la créer. Voire même, on peut l'instrumentaliser. Ça, c'est le problème de la responsabilité de l'enseignant, du maître et du parent. On peut en effet jouer sur les peurs des enfants et le sentiment de culpabilité pour obtenir d'eux une posture qui nous rassure sur notre dimension parentale. Pour ne pas construire cette blessure narcissique d'un enfant qui ne serait pas comme je le désire, j'utilise ce type de stratégie pour obtenir ce que je veux. Ça vous donne des névroses, ça vous donne du déséquilibre, et même si ça ne donne pas ça, ça vous donne une vie dans laquelle on n'est pas joyeux. Excusez-moi. C'est-à-dire, on n'est pas joyeux. Or, on va mettre le chapeau de la religion si ça ne vous dérange pas. Vous connaissez le Harizal ? Le Hari Akadosh, le maître de la Kabbale, qui dit clairement, et le Gaon le dit aussi, tout ce que j'ai réussi à atteindre dans ma spiritualité, je ne l'ai atteint que parce que je vivais dans un sentiment de joie profonde. C'est marqué? C'est marqué dans les textes, pour ceux qui veulent que ça soit marqué. Si on veut que ça soit marqué, c'est marqué. Et la joie, c'est pas de décider, et sans aucune forme d'allusion quelconque, à boire un petit coup à droite ou faire une ambiance à gauche. Why not? Mais ce ne sont pas des générateurs de joie.
Ce sont des générateurs d'illusions de bien-être. Même si on a le droit quand même un petit peu. Et c'est sur ça peut-être où ça vaudrait la peine de travailler. Vous savez, Rav Yitzhak Hutner, pour le citer, j'arrête là-dessus, après on passe à l'autre question, a écrit, et c'est dans une de ses lettres, et c'est dans son livre, dans le Pachad Yitzhak, dans la partie Mirtavim, je ne sais plus, je crois que c'est la lettre 134. Il dit à un de ses élèves, et il écrit comme cela. Tu m'as écrit, normalement tu aurais dû m'écrire, je ne me rappelle plus exactement le langage, donc je préfère le dire en français, que tu es content de toi, mais tu aimerais progresser, etc. Si j'avais lu ça, il dit, j'aurais été content. Mais maintenant que tu m'écris, que tu te vois comme quelqu'un qui n'arrive pas à réussir, je suis extrêmement content. Pourquoi? Parce que ça me donne l'occasion de te dire Mazal Tov, bienvenue au club. Bienvenue au club. De ceux qui se rappellent que Lo Nitna Torah le Malaché Asharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Que la dimension faillible fait partie de notre construction de vie. Que l'on doit mettre de côté les images d'Épinal. Et qu'en effet, même les chutes sont à l'origine de mouvements. Et Rav Yerucham Demir le dit de manière incroyable. Et j'arrête après cela. Il y a marqué Sheva Pamim Tzadik Yipol Vekam. Le tzadik tombe 7 fois et il se relève. Alors on est tous là en train de dire la grandeur du tzadik, de l'être bien, c'est quoi? C'est que même s'il est tombé, il se relève. Rav Yerucham il dit pas ça. Il dit la grandeur du tzadik, c'est de tomber. Parce que si tu tombes, tu te rappelles où tu devais être. C'est-à-dire tu gardes toujours en conscience qu'en effet ta dimension d'élévation, elle est toujours potentiellement là. Tu n'y es pas aujourd'hui, mais tu y aspires toujours. Et c'est ça qui fait que l'on peut vivre un quotidien de manière plus joyeuse. Après, évidemment, un enseignement qui utiliserait la coercition, la manipulation, qui jouerait sur les angoisses, sur les peurs, j'utilise un mot fort, est destructeur. Et évidemment que c'est nous, en tant que parents et en tant qu'enseignants, qui devons prendre le temps d'y repenser. Et même si parfois ça existe, ne mettons pas tout le monde dans le même groupe. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de parents et d'enseignants qui voient les choses de manière totalement différente, et encore heureux que ça existe. Autre question? Oui, madame, au fond. Et la Torah d'ailleurs, se sert d'Internet, de Facebook, etc. Alors comment est-ce qu'on peut dire aux enfants, n'utilisez pas les écrans, n'y allez pas, puisqu'on s'en sert pour l'éducation, on s'en sert pour transmettre la Torah. Chère madame, je viens d'entendre votre question, mais il y a une chose que je n'ai pas entendue ce soir, c'est justement la fin de votre phrase. Est-ce qu'à un moment a été prononcée cette phrase de dire aux enfants n'utilisez pas, n'utilisez pas? En tout cas, elle n'a pas été prononcée ici, ni par le professeur Lejoy, ni par moi-même. L'imprimerie, chère madame, imprimer des livres plutôt borderline. La photo a amené à des représentations complexes. La peinture aussi. Vous avez chez vous des photos de Rabbanim et des photos de Tzadikim et des photos du Beth Amikdash? Oui. Avez-vous chez vous aussi des livres extrêmement positifs? Oui. Donc nous sommes face à un nouvel outil. De la même manière que l'on apprend à trier ce qui rentre chez nous au niveau des livres et au niveau des images, on apprend à un enfant à trier ce qui peut être présent et ce qui ne doit pas l'être. C'est tout. Donc on leur donne l'outil. Pardon? On leur donne l'outil. Vous n'avez pas besoin de leur donner, ils l'ont. Vous voulez éventuellement. Autre question? Oui. C'est une question? Moi, je voudrais faire un commentaire de pédiatre. Oui. C'est tout permettez, parce que professeur, j'ai entendu plusieurs remarques au sujet de l'enfant. Alors, je voudrais insister sur un point essentiel sur lequel nous jouons en pédiatrie et qui a été démontré par le professeur Michel, c'est que si l'enfant n'atteint pas ce qu'on appelle le délai de gratification, n'est-ce pas, il aura des difficultés de développement
et il aura des difficultés, même des acquisitions cognitives. Ça ne veut pas dire que, par exemple, en face d'un portable, il faut lui dire, si tu veux l'utiliser, il ne faut pas avoir une attitude de confrontation. Mais ça veut dire que, dans ces conditions, n'est-ce pas, il faut dire à l'enfant, bon, tu peux l'utiliser, mais n'abuse pas. Exactement. Une des expériences les plus extraordinaires dans ce domaine a été l'année des enfants chez un photographe, n'est-ce pas? Et dans la salle d'attente du photographe, il y avait un grand bocal de chocolat. Vous connaissez l'expression. Et quand on disait à l'enfant, il ne faut pas manger du chocolat, c'était celui qui en mangeait le plus. Et quand on lui disait, bon, il y a du chocolat, on peut en prendre un peu, mais n'abuse pas. La deuxième chose sur laquelle je voudrais me permettre d'insister, n'est-ce pas, c'est que si l'enfant dit, ah bah tu vois, par exemple, papa, je ne me suis pas servi du portable. Oui. Il ne faut pas lui dire, c'est bien. Parce qu'à ce moment-là, il a l'impression que c'est pour vous faire plaisir qu'il a fait ça. Il faut lui dire, mais j'ai confiance en toi, tu as les capacités, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une règle de pédiatrie, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, dernière chose en ce qui concerne l'adolescent, et j'aurais terminé. Dernière chose en ce qui concerne l'adolescent, nous, en tant que pédiatres, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est la relation, je crois que vous l'avez dit, mais je pense qu'il faudrait également faire ce point, c'est la relation de l'enfant à soi-même, c'est-à-dire le fait qu'il se rende compte de ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et si, par exemple, il dit c'est bien ou c'est pas bien, à ce moment-là, comme vous l'avez dit, répondre comme le font les Juifs, et pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ne dis pas le contraire? Etc. C'est pas de la coercition, c'est une mise en valeur de ses propres réflexions, et c'est comme ça que sur le plan pédiatrique, on gère des choses avant peut-être que l'addiction soit survenue. Étant donné que nous, pédiatres, nous devons faire de la prévention, c'est comme ça qu'on gère. Enfin, dernière chose, le sport est fondamental. Merci. Encore une ou deux questions. Oui. D'accord. Je vois qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Comme ça, vous avez ouvert de manière encore plus large. C'est vrai que c'était important. Oui. Question. À propos de... Moi, j'adapte complètement ce que vous avez dit, Rabbi-Meir et le professeur, à propos du cadre à la maison et du protocole qu'il faut avoir à propos de la santé. Mais moi, je voudrais savoir, c'est que comment les jeunes, moi ou les enfants, on leur met des bases, on leur dit voilà comment il faut faire à la maison. Mais comment, au fur et à mesure, vous avez dit que ça va perdurer, mais il faut prendre du temps. Mais comment, pour eux, quand ils sortent de la maison et qu'ils voient tous ces écrans, et qu'ils voient par exemple quand on va aller faire des courses, qu'ils voient par exemple les bandes annonces qui se mettent, comment mettre en valeur ce qu'on leur a donné et pas qu'ils tombent directement et qui font que tout ce qu'on leur apprend ça sert à rien. Quelques mots, c'est effectivement ce que vous posez. Je suis très sensible à tout ce que vous avez dit d'un point de vue. Je vois que la pédiatrie et la psy sont très proches là-dessus. Parce que tout ce qu'on dit, c'est un petit peu de donner des forces de caractère. On pourrait dire des arguments de résilience. Et vous savez, il y avait des vieux psychologues romains qui parlaient des forces de l'esprit. Nous, notre métier, c'est de donner, et aujourd'hui, la psychologie moderne parle de ce côté mental strength. Et je pense que les forces qu'on leur donne, les éléments de résilience qu'on leur donne, ça ne va pas être magique, ils ne vont ne pas être fascinés, comme on peut l'être nous éventuellement, par une image dont l'objet est de nous fasciner et d'attirer l'attention, mais ils ne les oublieront pas. Ayons confiance quand même dans ces stratégies de résilience qu'on leur donne, et ils vont, le Rav Lemel vous l'a dit, être adulte, c'est négocier entre des envies, des interdits, voilà. Mais c'est pas parce que c'est plus difficile à l'extérieur que le travail ne doit pas se faire à la maison. Mais les enfants, eux, ils sont plus jeunes, donc ils n'ont pas encore cette réflexion de se dire c'est bien, c'est pas bien, donc comment? Non, mais si la vie qui mène... C'est pas vrai, ils savent.
S'il y a ça. Oui. Quand on essaye de mettre un cadre à la maison, et on essaye aussi quand on supprime par moment les portables et qu'on les nourrit par d'autres choses, des sorties, des cultiver, les ouvrir à d'autres plaisirs qui pourraient les remplir. Qu'en est-il quand on se trouve confronté à des enfants qui vont se comparer aux autres élèves, aux autres copains, et qui vont vous dire, bah oui, mais moi, je suis obligée de me coucher à 8h30, je ne peux pas avoir un téléphone tout le temps quand je veux, et l'autre, eh ben, on a beau vouloir tout remplir, se donner au maximum pour les nourrir, on se retrouve à être vis-à-vis des autres, le parent qui empêche, le parent qui ne permet pas, le parent qui frustre quelque part. Et du coup, lui, surtout avec les réseaux sociaux... D'accord, s'il vous plaît, on va arrêter. Votre question est claire. Je pense que votre question est claire. Comment on fait, nous, pour... Peut-être d'un mot, on va pas redétailler un peu tout ce qu'on a dit, mais il ne faut pas avoir honte j'allais dire, de faire un tout petit peu d'autosatisfaction quand même. Ces enfants qu'on protège de cette addiction, à qui on donne ces expériences tout à fait positives, il faut peut-être aussi qu'il y ait un travail de communication où on leur redise, on soit capable de leur répéter à quel point leurs expériences sont positives. Puis vous savez, quand ils regardent leurs petits copains qui sont totalement partis dans le virtuel, je ne suis pas sûr que ce soit pour eux, et il y a maintenant un certain retour aussi de ça, que ce soit forcément un exemple de grande satisfaction. Il y a bien sûr ce sujet de la frustration, de la comparaison, et pourquoi moi j'ai pas, mais peut-être que justement, tout ce qui est autour d'une communication positive, regarde toi tout ce que tu as, mais quelquefois peut-être dans le travail de parents, il y a le savoir-être, le savoir-faire, il y a peut-être aussi un peu le faire savoir. Rappelons-leur régulièrement tout ce qu'on peut leur faire de positif. Ça a l'air là encore un peu naïf, mais c'est là aussi producteur d'émotions positives. Mais faites un peu votre pub, quoi. Vous êtes formidable, et rappelez-le à vos enfants. T'as vu la mère que t'as elle est extraordinaire. Ton préféré qu'il soit jamais là et qu'il te laisse devant Ils se sentent lésés, c'est-à-dire qu'ils ont ce sentiment d'être tout le temps lésés par rapport à l'autre. De toute façon, ils l'auront toujours même pour autre chose. Alors, si je peux me permettre, quand ils vous le disent, souvent c'est pour voir si à un moment ils ont un axe sur lequel ils vont pouvoir travailler. Si à un moment l'enfant vous dit mais je souffre à cause de ça, vous savez très bien qu'il ne souffre pas. Vous savez très bien qu'il ne souffre pas. Ce ne sont que des mots. Et donc, à la limite, envoyez-leur des accusés de réception. J'entends ce que tu dis, mais ok. Ok. Au passage, cette année, Bezrat Hashem, on va reprendre l'école des parents. Ça va être entre autres aussi pour traiter de ces problématiques-là de manière concrète au fur et à mesure des thèmes qui seront donnés. Et puis, pour vous taquiner un peu, l'idée que les enfants culpabilisent un peu les parents, c'est pas mal dans ce sens-là aussi. En général, c'est souvent dans le sens inverse. Ils apprennent très tôt. Vous savez, c'est Serge Lebovici, qui était un grand psychanalyste, pédopsychiatre, qui disait, quand je vois un bébé et une mère, il y a un professionnel d'un côté, qui sait exactement ce qu'il doit faire, qui sait comment manipuler, culpabiliser, inquiéter, et puis il y a un amateur en face qui se débrouille. Donc c'est quand même un peu ça notre statut. Je pense que nous allons conclure là-dessus. Donc, de manière très technique, le nouveau livre du professeur Le Joyeux est sorti aujourd'hui, et c'est le jour de la sortie. Il a quand même réussi à venir ici, et on le remercie, parce que le jour de la sortie d'un livre, surtout à l'échelle nationale, au-delà de l'effort, on le remercie bien sûr pour tout ce que nous avons pu entendre, ce que nous avons pu partager, qui est point d'entrée d'une réflexion beaucoup plus vaste. Son livre est bien sûr proposé à la vente pour les personnes qui voudront l'acquérir, il est au fond sur la droite. Moi j'ai joué la stratégie du coup franc indirect, je me dis si vous allez voir son livre, alors j'ai mis le mien sur... oui, attendez, psychologie de prise unique ou pas. Donc c'est La chèvre dans le placard, c'est le deuxième livre dont la thématique c'est réflexion sur la rancœur, la colère et les désirs. Et je pense que
Rav Maknouz donc me fait signe. C'est donc une reprise. Cette année, nous espérons, pas seulement nous espérons, nous allons avec l'aide de Dieu remettre en place les écoles des parents après une année de parenthèse. C'est le cas de le dire, de parenthèse. Et donc, les thématiques seront communiquées au fur et à mesure pour pouvoir en effet acquérir ces outils dont on a toutes et tous besoin pour pouvoir jouer le mieux possible notre rôle de parent. C'est pas un coup de pub que je vous fais, mais sachez que parfois on a entendu une fois quelque chose et on pense qu'on la connaît. Le Talmud, c'est un univers qui nous apprend qu'au fur et à mesure de la répétition, on découvre d'autres choses et on s'imprègne au fur et à mesure de ce que l'on peut entendre. J'aurai le plaisir, Bezrat Hashem, cette année donc, de revenir régulièrement pour partager avec vous une réflexion dans le domaine de l'éducation et de la famille. Merci encore d'avoir été là ce soir. Kol hakavod à vous, félicitez-vous, parce que le fait d'avoir fait cet effort est révélateur de notre désir de bien faire. Et je pense que c'est ça peut-être la plus grande et la plus belle réussite qui soit. Shavuot Tov à tout le monde.